comment va se passer, deuxième réflexion, comment va se passer cette restructuration de l'intercommunalité? Il existe dans chaque département une structure qui s'appelle Commission départementale de la coopération intercommunale, créée en 92, mise en sourdine plus ou moins, enfin, sauf dans quelques départements, elles ne sont pas très actives, ces commissions. Elles sont ranimées dès le mois janvier prochain. Et elles disposeront d'un peu plus d'un an, enfin presque un an et demi, jusqu'au 1er juin 2013, non 2012, pardon, l'année prochaine c'est l'année 2011, donc de toute l'année 2012 et du début de l'année 2013, pour adopter un nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale. Donc cette commission va examiner toutes les structures existantes, communautés de toute nature, syndicats de toute nature, syndicats mixtes, et appliquer les règles que je vous ai indiquées tout à l'heure, à laquelle s'ajoute une autre règle, je ne sais pas s'il y en a dans le département, qui est de faire rentrer de force les communes qui n'appartiennent à qu'une communauté. Dorénavant, les 2541 petits villages gaulois qui jusqu'à présent ont refusé de faire partie de toute intercommunalité, ils seront rentrés de gré ou de force. Donc cette commission va devoir, pour le 1er juin 2012, avoir adopté ce schéma, réduit le nombre de communautés, retaillé des grandes communautés, réduit le nombre de syndicats, les avoir intégrés, obtenir le maximum de communes nouvelles par fusion des petites communes et faire rentrer de force les communes qui n'y sont pas. À partir du 1er juin 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, je m'en mêle toujours dans les affaires, les préfets seront dotés de pouvoirs puissants, exceptionnels et transitoires pour faire appliquer le schéma. Et le préfet disposera de toute autorité pour redécouper, si les communes ne veulent pas, pour dire à telle commune, vous rentrez là-dedans, c'est un ordre, etc. Donc il y a un retour du préfet dans l'application du schéma. Il y a dans un premier temps le pouvoir du côté des élus, qui doivent dire ce qu'ils veulent, et ensuite le préfet applique, et si les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord, le préfet se substitue à la carence des élus. Donc je connais des quantités de départements où les élus, les conseillers généraux et les maires, puisque dans la commission des maires, des présidents de communautés, des conseillers généraux et quelques conseillers régionaux, se sont déjà mis au travail. Car comment ça va se passer en janvier prochain? Le préfet va convoquer la commission, va d'abord composer la commission, puis la convoquer, et bien entendu, les préfets, ils ont déjà dans leur carton leur projet de découpage. Ils vont arriver, ils vont mettre sur la table en disant, voilà comment nous, avec notre administration préfectorale, nous voyons l'avenir de l'intercommunalité dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Alors, les départements où les élus n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, ont déjà provoqué des réunions entre élus pour pouvoir arriver à la première réunion avec le préfet, avec un schéma concocté par les élus, et dire au préfet, voilà, nous élus, ce que nous voulons. Ou au moins être capable d'opposer au projet préfectoral un contre-projet concocté par les élus. C'est donc une phase extrêmement importante où les élus locaux devraient être, qui sont attachés à l'intercommunalité, devraient être extrêmement actifs pour ne pas se laisser faire, pour dire voilà ce qu'on veut, en fonction des objectifs, bien entendu. On ne pourra pas défendre la petite communauté de communes cantonale de 1200 habitants. Ça, on sait d'avance qu'elle sera balayée. Mais savoir avec qui elle s'allie, pour quelle raison, sur quel objectif, ça on peut encore le dire, avant que le préfet agisse avec son grand bâton. Toujours sur ce deuxième axe. Vous savez, alors je suis géographe de formation, je reviens là-dessus.
la France, le problème de l'aménagement du territoire en France est jusqu'à présent dominé par une idéologie, des concepts qui sont issus d'écoles géographiques françaises et qui sont des concepts d'équilibre, c'est comme ça que ça s'appelle, d'équilibre ville-campagne. C'est-à-dire cette conception de ce qu'on appelle pompeusement en géographie les espaces polarisés. Vous avez une petite ville ou un gros bourg, et puis le rural autour, un rayon de 10-12 km, avec des interactions entre la petite ville où on va faire les courses pour les commerces de non première nécessité, où il y a les points importants d'administration, où il y a quelquefois le tribunal, où il y a 3 fois le petit hôpital de campagne, où il y a... Bon. Donc il y avait ce mouvement alternatif de la ville à la campagne, de la campagne à la ville vivant aussi sur son arrière-pays, et ses productions maraîchères par exemple, et sur sa base de main-d'œuvre. La rurbanisation, c'est-à-dire le fait que des urbains ont préféré aller vivre à la campagne, dans les lotissements qui ont peu à peu garni les périphéries de nos villages, mais ils vont continuer de travailler à la ville, représente aussi cette conception ville-campagne. Les pays se sont axés là-dessus. Vous savez que les pays sont nés en Bretagne, et presque tous les pays bretons porte le nom de la petite ville centre, autour duquel 30, 40 communes rurales s'agglomèrent dans un échange gagnant-gagnant. Ça s'appelle le pays de Redon, ça s'appelle le Fougères, ça s'appelle le pays de Goredon, Guingamp, Fougères, j'en pourrais citer 10 autres. Bon. Dans la France ailleurs, ça a pris le nom pays. Les polarités ne sont pas toujours aussi nettes, mais enfin, il y avait une vision claire. Et là, Dattard, qui était chargé de veiller la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, de structure gouvernementale, qui était chargé de veiller à l'équilibre de l'aménagement du territoire, veillait bien, quand il y avait un contrat de ville moyenne, il y avait des contrats de pays, qui ont été ensuite régionalisés, vous les connaissez. Bon, c'est-à-dire, l'État veillait à ce qu'on ne favorise pas un milieu plus que l'autre, mais que l'un dans l'autre, on facilite cet équilibre. Le texte ici rompt complètement avec cette doctrine. Le discours officiel est aussi, ça c'est encore du ringard. Vous êtes en train de défendre une France qui n'existe plus. Je prends les termes exacts du rapporteur devant le Sénat. Alors on demande, mais pour vous, qu'il n'y a plus de France rurale? Non, il n'y a plus de France rurale. Et rurale, aujourd'hui, ce qui n'est pas encore urbain, mais qui le sera demain. Entendez? D'ailleurs, regardez, dans le fin fond de la Lozère, sur le Larzac, cher à José Bové, dans la ferme la plus reculée, on vit comme on vit en ville. On a Internet, on a la télé, on a tous les moyens modernes, etc. Le mode de vie rural n'existe plus. Tout le monde rêve de vivre le mode de vie urbain. Donc ne nous racontez pas d'histoire, ça c'est la France de la fin du 19e siècle, peut-être du début du 20e. Il faut que tout notre effort porte sur l'urbain. Et même sur le gros urbain. D'où dans cette loi la création d'une nouvelle structure appelée métropole pour les 8 plus grandes agglomérations de France, dépassant 500 000 habitants, donc à proximité de vous, Nice, Marseille, mais aussi Lyon, mais aussi Toulouse, mais aussi Rennes, Nantes, aussi Bordeaux, et Lille, et peut-être Strasbourg. Strasbourg est à 490 000. Enfin, on comptera 500 000. Bon.
Et tout l'effort, tous les financements, tout le développement doit porter là-dessus. Pour hisser ces villes au niveau de la compétitivité internationale, européenne d'abord, internationale, voire mondiale. La France est handicapée parce que ces grosses agglomérations n'ont pas une structure de gestion moderne. Et les métropoles veulent être des structures de gestion modernes des métropoles, avec des pouvoirs considérables venant des communes membres, pratiquement vidées de toute substance, s'étendant vers des pairies de plus en plus lointaines, auxquelles les départements seront obligés de donner une partie de leurs compétences, et même les régions. Donc des puissances considérables. Alors on dit, mais enfin, il n'y a quand même pas que les métropoles en France. Et le gouverneur répond, oui. Alors c'est le nouveau terme à la mode, c'est la technocratie de l'aménagement du territoire. Les métropoles assureront le ruissellement de la croissance sur toute la France. C'est-à-dire, depuis ces métropoles qui vont devenir des superpuissances, le développement va ruisseler sur tout le territoire. C'était déjà le terme qui était employé pour les gares TGV ou les échangeurs d'autoroutes. On disait, il y a une grosse infrastructure. Moi, j'ai travaillé sur les dossiers du TGV Est. Les communes traversées, elles disaient, ça va nous provoquer que des nuisances, ça va éventrer la commune, ça va nous apporter aucun développement. On regardera les TGV passer, point. Ah non, autour des gares TGV, c'est pour ça que les Lorrains s'est tellement battus pour avoir une gare intermédiaire entre Paris et Strasbourg. Autour des gares TGV, on a le ruissellement du développement. Alors, autour des métropoles, nous aurons le ruissellement du développement. Réfléchissez ici, dans votre rural profond que je découvre ce soir, de quel ruissellement vous allez bénéficier. Bon, c'est un problème majeur. C'est vraiment une loi qui est dans le tout urbain et qui ignore le rural. D'ailleurs, les associations d'élus qui sont montées le plus à l'assaut de cette loi, qui ont fait du lobbying, mais sans résultat, c'est l'Association des maires ruraux de France et encore plus l'Association nationale des élus de la montagne. Déjà, tous vos chiffres là, quand on est sur une petite vallée entre deux cols, enneigé 6 mois par an, vous voyez constituer un ensemble territorial de 10 000 habitants. Non, vous êtes un peu fou, non? Bon, rien n'y a fait. Tous les amendements qui voulaient reconnaître la spécificité de certains territoires ont été rejetés au nom de c'est la même loi, c'est l'unité de la France qui serait menacée si on acceptait des exceptions.